C'était censé être le crime parfait. En 2016, un groupe de pirates informatiques a failli voler près d'1 milliard de dollars à une banque centrale, l'un des plus grands cambriolages de l'histoire. Ils avaient un plan de génie, des nerfs d'acier, et ils étaient à 2 doigts du succès. Et puis, tout s'est effondré à cause d'une faute de frappe. Oui, vous avez bien entendu. Une simple erreur d'orthographe les a arrêtés dans leur élan. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Comment une simple faute de frappe pourrait-elle contrecarrer un vol de 1 milliard de dollars? Imaginez la scène, des cybercriminels de haut vol manipulant les systèmes bancaires depuis l'ombre, des millions de dollars transférés à travers le monde en quelques minutes. Et personne ne s'en aperçoit au début. Les hackers sourient d'anticipation. Leur plan fonctionne mieux qu'ils ne l'espéraient. Mais soudain, une transaction est signalée. Des alarmes de suspicion retentissent, tout cela à cause d'une seule faute d'orthographe. À cet instant, la victoire presque parfaite du hacker se transforme en une retraite précipitée. Voici l'histoire de comment la faute de frappe la plus chère du monde a permis d'économiser près d'1 milliard de dollars, de finir entre de mauvaises mains. Accrochez-vous, car cette histoire de cybercriminalité et d'une petite erreur est aussi captivante qu'un braquage hollywoodien. Sauf que cela s'est vraiment passé. Comment en sommes-nous arrivés là? Revenons un peu en arrière pour planter le décor de cette histoire incroyable mais vraie. Notre histoire commence au Bangladesh, un pays d'Asie du Sud avec une capitale animée, Dhaka. Au cœur de Dhaka se trouve Bangladesh Bank, la banque centrale du pays. Si vous ne savez pas ce que fait une banque centrale, pensez-y comme à la banque du gouvernement. Elle détient les réserves monétaires du pays et gère la monnaie et la politique monétaire. La Banque du Bangladesh, comme de nombreuses banques centrales, conserve une grande partie de son argent, en particulier les devises étrangères comme les dollars américains, sur des comptes à l'étranger pour le commerce et les paiements internationaux. En fait, la Banque du Bangladesh avait des milliards de dollars en dépôt à la Réserve fédérale de New York. C'est une pratique courante. Les banques centrales placent souvent leurs réserves de devises étrangères dans de grandes institutions sécurisées à l'étranger. Après tout, vous avez besoin de dollars américains à portée de main pour régler les échanges ou payer les importations. Ces réserves représentent un énorme trésor, tentant pour quiconque assez audacieux pour essayer de les voler. Mais tu ne peux pas simplement entrer à la fête de New York et retirer de l'argent d'un compte qui n'est pas le tien. Le transfert de fonds d'un compte de banque centrale est un peu plus complexe et censément sécurisé. Les banques du monde entier utilisent un système appelé SWIFT pour transférer de l'argent à l'international. SWIFT signifie la Société pour la télécommunication financière interbancaire mondiale, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est comme le réseau de messagerie que les banques utilisent pour dire « Salut ». Salut, s'il te plaît, transfère cet argent sur ce compte. C'est l'épine dorsale de la finance mondiale, une autoroute numérique pour des billions de dollars de transactions. Lorsque la Banque du Bangladesh veut envoyer de l'argent de son compte à la Réserve fédérale de New York vers par exemple la banque d'un autre pays, elle envoie un message SWIFT sécurisé avec tous les détails. Ces messages sont comme des ordres numériques hautement cryptés qui indiquent aux banques où envoyer les fonds. Chaque instruction doit être parfaitement correcte. Code correct, non correct, montant correct. Sinon, les choses ne passent pas. Normalement, ce système est très fiable et sûr. Normalement. Cependant, au début de l'année 2016, des problèmes se préparaient. À l'insu de la Bangladesh Bank, des criminels très patients et habiles avaient trouvé une faille dans l'armure. Cette banque était une cible de choix, détenant près d'1 milliard de dollars de fonds accessibles, et les attaquants étaient sur le point de l'exploiter d'une manière que personne n'attendait. Pour comprendre comment, nous devons examiner comment ces pirates ont planifié le braquage du siècle. Ce n'était pas un braquage de banque à la hâte avec des masques et des armes à feu. C'était une effraction cybernétique lente et méthodique. Un jour en janvier 2016, des pirates ont réussi à infiltrer les systèmes informatiques de la Banque du Bangladesh. Imaginez cela comme des cambrioleurs numériques se faufilant dans le réseau de la banque la nuit. Ils ont probablement pénétré via un logiciel malveillant, peut-être par un email de phishing ou un site web infecté. Une fois à l'intérieur, ils n'ont pas commencé à voler immédiatement. Ils se sont cachés dans le réseau, espionnant discrètement comment la banque faisait des affaires. Pendant des semaines, les hackers ont observé les routines du personnel, appris comment la banque formatait ses demandes de transfert SWIFT et découvert où se trouvaient les garde-fous. Ils cherchaient le moment idéal pour frapper et les failles parfaites à exploiter. Ils en ont trouvé une, le timing du week-end du Bangladesh. Au Bangladesh, le week-end a lieu le vendredi et le samedi, différent du week-end occidental du samedi-dimanche. Cela signifiait qu'à partir de jeudi soir, les bureaux de la Banque du Bangladesh fermaient et ne rouvraient que le dimanche. Les pirates ont prévu d'exécuter leur vol tard jeudi, juste quand le week-end commençait, et que personne n'était là pour s'en apercevoir ou réagir immédiatement.
Le timing était crucial. S'ils envoyaient des demandes de transfert frauduleuses le vendredi, un jour de week-end au Bangladesh, cela serait encore pendant les heures de travail du vendredi à New York. En raison de la différence de fuseau horaire, la réserve fédérale à New York serait ouverte et pourrait traiter les transactions, tandis que les bureaux de la Banque du Bangladesh à Dhaka seraient fermés et vides. Personne chez nous ne verrait les alertes en temps réel. C'était la fenêtre d'opportunité parfaite. Ces criminels s'étaient préparés méticuleusement. Ils ont obtenu les identifiants comme les codes secrets et les mots de passe nécessaires pour envoyer des messages rapides depuis la Banque du Bangladesh. Essentiellement, ils ont réussi à se faire passer pour des agents bancaires légitimes et à créer ce qui ressemblait à des ordres de transfert authentiques. Ils n'envoyaient pas qu'une ou deux demandes non plus. Ils ont vu grand. Près de 36 demandes de transfert étaient alignées les unes après les autres. Au total, si tous avaient réussi, les pirates informatiques auraient retiré environ 951 millions de dollars du compte de la Banque du Bangladesh à la Réserve fédérale de New York. C'est presque 1 milliard de dollars, quasiment tout l'argent disponible. C'était tout ou rien. Maintenant, vous vous demandez peut-être où allait cet argent. Les hackers n'étaient pas stupides. Ils ne l'envoyaient pas directement sur leur compte bancaire personnel. Au lieu de cela, ils ouvrirent des comptes dans d'autres pays comme véhicule pour planquer les fonds. Ils ont choisi des comptes aux Philippines et au Sri Lanka pour ce casse. Aux Philippines, ils avaient organisé des comptes bancaires dans une banque philippine appelée RCBC, Rizal Commercial Banking Corporation. Ces comptes avaient été ouverts plusieurs mois auparavant et étaient restés inactifs, attendant un grand jour de paix. Les pirates ont utilisé de fausses identités pour ceci, donc si quelqu'un retraçait l'argent jusqu'à ces comptes, cela pointerait vers des personnes qui n'existent pas vraiment ou des intermédiaires de bas niveau. Il y avait aussi un plan de transfert au Sri Lanka vers une organisation appelée la Fondation Shalika. Sur le papier, il semblait qu'une fondation caritative au Sri Lanka allait recevoir un don généreux de 20 millions de dollars américains. En réalité, cette organisation était probablement une façade. Il s'est avéré plus tard qu'aucune ONG enregistrée nommée Fondation Shalika n'existait même au Sri Lanka. Les pirates informatiques avaient soigneusement configuré tous les comptes de réception pour éviter toute suspicion immédiate. Tout était prêt. Dans la nuit du 4 février 2016, alors que le personnel de la Banque du Bangladesh quittait pour le week-end, les pirates sont passés à l'action. Ils ont commencé à envoyer leurs fausses instructions SWIFT à la Réserve fédérale de New York. Dans les halls silencieux et vides de la Banque du Bangladesh, ces demandes de transfert sont passées inaperçues. L'une après l'autre, encore et encore, des dizaines de messages demandant à la Réserve fédérale de New York de transférer des fonds du compte de la Banque du Bangladesh vers ses comptes aux Philippines et au Sri Lanka. Pendant un certain temps, il semblait que le plan fonctionnait parfaitement. Il n'y avait pas d'alertes à Dhaka. Les pirates avaient même trafiqué les imprimantes de la banque pour que les impressions habituelles des ordres de transfert soient retardées. La banque avait une imprimante qui imprime automatiquement les enregistrements des transactions SWIFT. Les pirates ont veillé à ce qu'elles n'impriment pas immédiatement leurs faux transferts, leur donnant ainsi plus de temps. L'argent a commencé à sortir. À New York, la Fed a commencé à traiter les demandes, car elles semblaient être des instructions légitimes de la Banque centrale du Bangladesh. Les hackers ont probablement regardé avec excitation alors que des millions de dollars affluaient vers les comptes philippins qu'ils avaient créés. 20 millions de dollars, 30 millions de dollars, 50 millions de dollars. Le total était monté à environ 101 millions de dollars, envoyés en quelques heures à peine. C'était vraiment en train de se produire. Si tout se passait selon leur plan, à la fin du week-end, ils auraient près d'1 milliard de dollars dispersés dans des comptes secrets, prêts à disparaître dans l'éther. Mais, souviens-toi, ils avaient presque 36 demandes au total. Comme celles-ci continuaient d'affluer, certains banquiers et systèmes de l'autre côté du monde ont commencé à hausser les sourcils. Le volume des transactions en provenance de la Banque du Bangladesh était très inhabituel, surtout que beaucoup étaient dirigés vers des entités privées, comme une prétendue organisation caritative et des comptes personnels, plutôt que vers d'autres banques. À la Réserve fédérale de New York, les signaux d'alerte ont commencé à apparaître. Imaginez travailler à la Fed et voir soudainement 30 demandes de transfert de sommes massives depuis le compte de la banque centrale d'un pays, certaines vers des bénéficiaires individuels. Cela donnerait l'impression que quelque chose ne va pas. Même si les hackers avaient fait leur devoir, l'ampleur même des transferts était hors du commun. Puis vint le moment critique. Parmi ces nombreux ordres de transfert se trouvait un qui instruisait 20 millions de dollars à la Fondation Shalika au Sri Lanka. Cette petite transaction deviendrait la chute du hacker. Pourquoi ? Parce qu'en rédigeant cette instruction particulière, les criminels ont commis une erreur minuscule mais fatale. Ils ont mal orthographié le nom du destinataire. Et cela nous amène au rebondissement de notre histoire, la faute de frappe qui a sauvé la situation. Un mot, 14 lettres. C'était la différence entre les hackers qui s'en sortaient presque avec 1 milliard et leur cambriolage exposé.
Le mot devait être Foundation, comme dans Shelika Foundation, la fausse entité sri-lankaise destinée à recevoir 10 millions de dollars. Mais quand les hackers l'ont tapé dans le formulaire de transfert, ils ont accidentellement écrit Fondation. Peut-être que c'était une faute de frappe, un travail de saisie précipité, ou peut-être qu'ils n'étaient pas aussi familiers avec l'orthographe anglaise. Quelle qu'en soit la raison, Shelika Foundation ne semble pas correcte, et cela n'a pas non plus semblé correct aux banques traitant le transfert. Cette faute d'orthographe a déclenché des signaux d'alarme. Le transfert de 20 millions de dollars devait passer par une banque intermédiaire, Deutsche Bank, qui aidait à acheminer l'argent vers le Sri Lanka. À Deutsche Bank, un agent a remarqué l'orthographe étrange, Fondation. Imaginez voir un énorme paiement à une ONG dont vous n'avez jamais entendu parler et dont le nom est clairement mal orthographié. Cela semble suspect. Deutsche Bank ne s'est pas contenté de hausser les épaules et de le traiter. Ils ont fait une pause. Ils ont contacté Bangladesh Bank pour obtenir des éclaircissements. En gros, ils ont demandé « Salut, ce nom de bénéficiaire est-il correct? Nous avons la fondation Shelika, c'est bien ça ?» Mais Bangladesh Bank, à ce moment-là, n'avait aucune idée de ce dont Deutsche Bank parlait. N'oubliez pas, c'était le week-end au Bangladesh et les bureaux étaient fermés. Personne ne répondait rapidement. Les hackers comptaient sur ce silence, mais dans ce cas, le silence a joué contre eux. La demande était maintenant en suspens, en attente de confirmation. Et parce que Deutsche Bank a signalé une erreur de frappe, les 20 millions ne sont pas immédiatement passés. En fait, cela a été entièrement arrêté avant de pouvoir atteindre la fausse fondation. La faute de frappe avait effectivement déclenché l'alarme. Maintenant, les dominos ont commencé à tomber. La pause inhabituelle et la question de Deutsche Bank ont probablement rendu la Réserve fédérale à New York encore plus méfiante à propos de tous les autres transferts sortants. En plus de cela, à ce moment-là, plusieurs demandes de transfert du hacker totalisant environ 850 millions avaient été signalées et retenues par la Fed pour une vérification manuelle. La Fed était déjà inquiète à cause du volume et des destinations de ces demandes. La faute de la fondation a simplement fourni une preuve concrète que quelque chose de louche se passait. Au début de la semaine suivante, lorsque les responsables de la Banque du Bangladesh ont finalement vu les messages et que l'imprimante a tardivement craché les enregistrements de ce qui s'était passé, la panique a frappé. Peux-tu imaginer arriver au travail et découvrir que quelqu'un a essayé de voler quasiment 1 milliard de dollars juste sous ton nez? Les responsables se sont précipités pour comprendre ce qui se passait. Ils ont reçu le message de Deutsche Bank concernant la fondation Shelika et ont immédiatement su qu'il y avait un problème, car aucune fondation Shelika n'était autorisée à recevoir de l'argent. La banque a rapidement alerté les autorités et envoyé des messages urgents pour arrêter le paiement de tous les virements suspects. Grâce à cette faute d'orthographe, les plus gros transferts ont été bloqués à temps. La faute de frappe a permis d'économiser environ 850 millions de dollars. C'est assez incroyable quand on y pense. Si les pirates avaient tapé correctement le mot « fondation », ces 20 millions de dollars auraient pu passer inaperçus, tout comme les autres paiements aux Philippines. Et si celui-là n'avait pas donné l'alerte, les 850 millions de dollars restants de transferts en attente auraient pu être envoyés avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. En d'autres termes, une seule lettre a empêché un désastre encore plus grand. Ce n'est pas tous les jours qu'une faute d'orthographe dans un document bancaire finit par arrêter des criminels et ne cause pas d'erreur. Vraiment la faute de frappe la plus précieuse au monde. Bien que les erreurs de frappe aient arrêté la majeure partie du vol, cette histoire n'a pas une fin totalement heureuse. Les pirates ont tout de même réussi à emporter une somme d'argent considérable. Environ 81 millions de dollars avaient déjà été transférés avec succès aux Philippines avant que tout soit arrêté. C'est une véritable fortune, l'un des plus grands vols bancaires jamais réalisés, même si c'est bien moins que ce qu'ils visaient à l'origine. Alors, qu'est-il arrivé à tout cet argent ? Les 81 millions de dollars qui sont arrivés aux Philippines ont été répartis sur 4 comptes bancaires à la RCBC comme prévu. De là, ils ont été rapidement convertis et déplacés à travers un dédale de blanchiment d'argent. Les voleurs étaient rusés. Ils ont injecté les fonds dans des casinos locaux à Manille. Pourquoi des casinos ? À cette époque, les casinos des Philippines n'étaient pas entièrement soumis à des lois strictes sur le blanchiment d'argent, ce qui en faisait un lieu idéal pour nettoyer de grandes quantités d'argent sale. Dans les casinos, l'argent pouvait être transformé en jetons, joué ou réclamé comme gain, puis reconverti en argent apparemment légitime. Au moment où les enquêteurs ont commencé à suivre la trace, une grande partie de ces 81 millions de dollars s'était évaporée dans l'industrie des casinos, et au-delà, certains auraient même trouvé leur chemin vers Hong Kong. C'était un tour de disparition financière à grande échelle. La Banque du Bangladesh était désespérée de récupérer les fonds volés. Ils ont immédiatement contacté les autorités aux Philippines, et le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent des Philippines a immédiatement commencé à enquêter.
Il y a eu des audiences au Sénat aux Philippines. Les responsables bancaires ont été interrogés vivement et quelques personnes ont finalement été inculpées pour avoir facilité le blanchiment. Un responsable d'agence chez RCBC qui supervisait les comptes faisait partie des personnes tenues responsables et plus tard condamnées pour blanchiment d'argent. La banque philippine a même fait face à de lourdes amendes et a beaucoup d'embarras pour son rôle dans l'affaire. Peu à peu, une partie de l'argent a été tracée et récupérée. Environ 15 millions de dollars ont finalement été retournés au Bangladesh, une fraction du total. Les 20 millions de dollars destinés au Sri Lanka ont été entièrement récupérés car ce transfert avait été interrompu à temps, mais des dizaines de millions sont encore manquants. À ce jour, une grande partie des 81 millions de dollars reste introuvable, ayant disparu dans les méandres du système financier international. Du côté du Bangladesh, les conséquences ont été intenses. Le vol a révélé des faiblesses flagrantes dans la cybersécurité de la banque. Il était franchement choquant que des hackers puissent pénétrer le réseau d'une banque centrale et partir avec autant d'argent. Un gouverneur embarrassé de la Banque du Bangladesh a fait face à de vives critiques et a finalement démissionné peu après l'incident. La banque a fait appel à des enquêteurs judiciaires, y compris une entreprise de cybersécurité et mendiant une équipe renommée en cybercriminalistique pour examiner ce qui s'est passé. Ils ont découvert le logiciel malveillant que les pirates informatiques avaient laissé derrière eux et ont retracé comment les attaquants s'étaient cachés dans le système. Les enquêteurs ont noté que les pirates avaient une connaissance approfondie des opérations de la banque, ce qui suggère qu'ils ont pu recevoir de l'aide d'un complice ou passer beaucoup de temps à collecter des informations. Il y a aussi eu un peu de querelle diplomatique et juridique. Le gouvernement du Bangladesh était en colère que la Banque fédérale de réserve de New York n'ait pas immédiatement détecté et arrêté tous ces transferts frauduleux. Les responsables de la Banque du Bangladesh ont même envisagé de poursuivre la Réserve fédérale pour récupérer le reste de leur argent, laissant entendre que la Réserve fédérale aurait dû signaler les transactions plus tôt. La Fed de New York, de son côté, a déclaré que ces systèmes n'avaient pas été compromis et qu'elle avait suivi les procédures appropriées, soulignant que les instructions SWIFT avaient des identifiants de sécurité valides. Essentiellement, la Fed a dit « Nous n'avions aucun moyen de savoir que c'était de fausses demandes au début. C'était un jeu de blâme né de la frustration. Après tout, quand 81 millions de dollars sont manquants, tout le monde cherche quelqu'un à tenir pour responsable. Et qu'en est-il des hackers qui ont monté ce stratagème ? Ils ont bien couvert leurs traces. Les responsables bangladais et les enquêteurs internationaux ont admis qu'il serait très difficile d'attraper les auteurs. Ce n'étaient pas des amateurs dans un sous-sol, ils étaient probablement un groupe très organisé opérant à travers les frontières. En fait, des preuves ultérieures ont indiqué un groupe de hackers clandestins soutenus par l'État connu sous le nom de Lazarus, qui serait lié à la Corée du Nord. Le même groupe a été accusé d'autres cyberattaques de grande envergure, comme le piratage de Sony Pictures en 2014 et des incidents mondiaux de ransomware. Si c'est vrai, cela signifie qu'un État-nation était peut-être derrière le vol de la Banque du Bangladesh en utilisant la cybercriminalité pour obtenir des fonds. La Corée du Nord, sous lourdes sanctions, a été soupçonnée d'orchestrer des piratages bancaires pour voler de l'argent, et c'était exactement leur style. En 2018, le département de la justice des États-Unis a même inculpé un programmeur nord-coréen en relation avec cette affaire. Cependant, les personnes qui ont réellement tapé fondation lors de ce transfert restent en liberté. Ils ont failli réaliser un vol sans précédent et bien qu'ils aient trébuché, ils sont quand même partis avec un gros pactole. Le vol de la Banque du Bangladesh en 2016 est une histoire captivante. Un cambriolage high-tech qui était à deux doigts de devenir le plus grand vol de banque jamais réalisé. En fin de compte, le complot a été déjoué non pas par des cyberdéfenses de haute technologie ou un travail policier exceptionnel, mais par quelque chose de bien plus ordinaire, une erreur d'orthographe. C'est ironique et presque comique. Les pirates ont passé des mois à planifier chaque détail, mais une faute de frappe leur a coûté près de 900 millions de dollars. Cela doit rester dans l'histoire comme la faute de frappe la plus chère du monde. Cette histoire a une forte récompense. Elle nous rappelle que dans notre ère numérique, parfois les plus petits détails peuvent avoir les plus grandes conséquences. Une seule lettre a empêché un crime d'1 milliard de dollars. Ce n'était pas une intelligence artificielle avancée ou un grand système de sécurité qui a sauvé la situation. C'était une erreur humaine, la faute du pirate informatique, et une attention humaine, le personnel de la banque qui a remarqué l'erreur d'orthographe étrange. D'une certaine manière, il est réconfortant de savoir que les criminels peuvent se tromper de manière si simple, mais c'est aussi un signal d'alarme. Nous ne pouvons pas compter sur la chance ou les erreurs pour nous protéger des cybervoleurs à l'avenir. Les institutions financières du monde entier ont perçu cet incident comme un avertissement. Après le vol, les banques ont vérifié à nouveau leur sécurité et le réseau SWIFT a incité les banques à renforcer leur système et à vérifier plus rigoureusement les demandes de transfert inhabituelles. C'était une démonstration frappante qu'une banque centrale avec des milliards en réserve pouvait être vulnérable à une attaque astucieuse.
pour les gens ordinaires, c'est un indice de combien de notre argent circule par des chemins numériques invisibles, où un pirate informatique astucieux ou une petite erreur de frappe peut tout changer en un instant. À la fin, les hackers de la Bangladesh Bank ont appris une leçon coûteuse. Les détails comptent. Cette seule faute de frappe a transformé leur victoire en défaite. Et pour le reste d'entre nous, l'histoire de la Shalika Foundation est quelque chose que nous n'oublierons pas. Un exemple étrange mais vrai de la façon dont une petite erreur peut avoir des effets qui changent le monde. La prochaine fois que vous vérifiez votre orthographe, souvenez-vous que cela ne sauvera peut-être pas 1 milliard de dollars, mais cela ne peut pas faire de mal. Parfois, les plus gros échecs proviennent des plus petites erreurs, et dans ce cas, cette petite erreur était tout ce qui séparait un groupe de criminels d'un jackpot de près d'1 milliard de dollars. C'est fou, n'est-ce pas ?